pertinent de proposer, on va dire, une intervention aux membres du MEDEF Gironde autour du plan de relance, avec notamment un focus sur certaines mesures qui vont toucher notamment la recherche et développement, l'innovation, les investissements, mais aussi les recrutements. Alors là, c'est le petit dernier qu'on a ajouté très récemment, puisqu'on s'est rendu compte que c'était quand même une composante importante pour les entreprises à l'aube du démarrage de 2021. Et c'est vrai que là, on est au 10 décembre 2020. Le plan de relance a été lancé il y a quelques semaines, hein, on va dire, et va vraiment s'intensifier sur la période 2021-2022. On va le voir ensemble. Et c'est important aujourd'hui, même si on n'a pas aujourd'hui toutes les informations sur toutes les mesures et dispositifs qui vont être mis en place, de commencer déjà à propager certaines informations auprès des entreprises et auprès des acteurs girondins sur ce plan de relance et les dispositifs qui vont être mis en place. Donc, je vous propose de parcourir donc, le webinaire ensemble sous 6 sections principales, avec tout d'abord une introduction un petit peu rapide sur notre société, Zabala, pour que vous en sachiez un tout petit peu plus sur nos activités et notre positionnement auprès des entreprises notamment, de vous introduire quelques principes et informations générales sur le plan de relance, certaines que vous connaissez déjà, mais il est important de refaire un petit état des lieux pour remettre un peu tout le monde à niveau sur tout ça. Ensuite, avancer sur les 3 volets principaux du plan de relance, que sont l'écologie, la cohésion et la compétitivité, et de vous présenter justement des mesures et dispositifs qui sont mis en place pour toucher les activités que j'ai mentionnées au départ, recherche, développement, innovation, investissement et recrutement. Et enfin, de finaliser ce webinaire par le 4e programme d'investissement d'avenir, PIA 4, qui est, on va dire, une composante aussi importante de ce plan de relance et qui est un peu transversal à chacun des volets, mais qu'on a préféré vous présenter, on va dire, d'une manière un petit peu exclusive à la fin, puisque c'est quand même un gros volet du plan de relance et qui est vraiment, qui prend tout son sens par rapport au sujet de ce webinaire et des composantes qu'on souhaite vous partager avec vous. Donc voilà, quelques petites informations sur Zabala. Donc nous sommes une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des acteurs publics dans la recherche et l'obtention de financement public. La société a été créée en 1986 à Pamplune, dans la région de Navarre, donc société espagnole comme je disais, et avec un certain nombre de bureaux, donc 12 répartis en Europe et un en Amérique du Sud, à Bogota. Nous sommes arrivés en France en 2016 à Paris dans un premier temps et depuis 2019 nous sommes à Bordeaux et commençons à travailler avec les acteurs locaux sur ces thématiques justement de recherche, innovation et recherche de financement pour financer toutes ces activités-là. Et nos 2 services principaux, comme vous le voyez sur cette slide, sont l'accompagnement dans la partie aide et subvention auprès des entreprises et acteurs publics, mais aussi la partie fiscalité de l'innovation, tout ce qui va toucher au crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation et jeunes entreprises innovantes. Mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire, donc on va se concentrer plutôt sur les aides et subventions et notamment la composante plan de relance. 2 petites slides ensuite, simplement pour vous donner quelques informations sur la société. Voilà, sur la partie fiscalité de l'innovation, on accompagne nos clients sur l'ensemble de la mission hein, jusqu'au contrôle. Et on prend en charge l'intégralité des composantes opérationnelles de la mission. À titre informatif, voilà, en 2019, on a valorisé plus de 10 millions d'euros de dépenses de R&D et d'innovation pour nos clients, avec aussi 0 € de redressement sur les montants de crédit d'impôt qui ont pu être contrôlés. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez intéressants et qu'on souhaite en tout cas maintenir dans le futur pour nous et pour nos clients. Sur la partie aide et subventions, on couvre différentes échelles, aussi bien les aides et subventions au niveau régional que national et européen. Et là, j'ai mis quelques petites statistiques au niveau européen où on a vraiment une expertise très très forte hein, chez Zabala, puisqu'on dépose un très grand nombre de projets chaque année. Et c'est beaucoup de subventions à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on a récupéré pour nos clients sur la période 2014-2020. Donc plus de 660 millions d'euros, donc c'est quand même significatif. Et voilà, notre intervention se fait sur différents programmes, donc comme le programme LIFE, Interreg, que vous pouvez connaître, Horizon Europe, qui fait suite au programme Horizon 2020, là, qui va être lancé très prochainement,
et aussi au niveau national sur les composantes ANR, BPI France, ADEME, et le petit dernier, évidemment, qui est le sujet d'aujourd'hui sur le plan de relance. Donc voilà pour la petite présentation sur notre activité. Je vous propose d'avancer sur la partie introduction au plan de relance et de vous donner quelques informations sur ce sujet-là. Comme vous le savez tous et toutes, la pandémie Covid-19 a entraîné une crise sanitaire sans précédent au niveau mondial. Cette crise-là a de lourdes conséquences actuelles sur l'économie, notamment de la France, avec des répercussions immédiates et inédites. Et en réponse justement à cette pandémie, le 3 septembre 2020, Jean Castex, notre Premier ministre, a présenté justement ce plan de relance du gouvernement français et les 100 milliards d'aides publiques qui sont mises à disposition sur une période allant de 2021 à 2022. En réalité, ça a été lancé déjà dès la fin 2020. Ces 100 milliards d'euros, il faut garder à l'esprit que c'est quand même très significatif puisque c'est 4 fois supérieur au budget qui avait été alloué par le gouvernement français sur le plan de relance qui avait été mis en place en 2008 suite à la crise. Donc voilà, c'est un montant significatif qui va viser à atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est que dès 2022, la France retrouve son niveau de richesse d'avant-crise. Donc ça passe par tout un tas de mesures et dispositifs qui sont mis en place. Et le second objectif, c'est de contribuer à la transformation de la France et de la rendre plus compétitive et respectueuse de l'environnement dans un objectif France de 2030 qui a été fixé par le gouvernement français. Quelques petites informations, parce que c'est toujours aussi intéressant de savoir d'où vient ce budget et ce financement. Sachez que 60% de ce financement-là est issu du budget de l'État français, qui va être alimenté par l'augmentation de la dette publique, malheureusement, mais c'était inévitable en tout cas, de recettes fiscales nouvelles ou de plans d'économie. Et 40% de ce budget-là, donc 38,8 milliards d'euros, sont financés directement par l'Union européenne et un budget qui vient de ce qu'on appelle le Next Generation European Union. Donc c'est un budget vraiment européen. Et comme vous pouvez le voir sur la droite de la diapositive, il est réparti différemment en fonction des pays et de l'impact que la crise sanitaire a pu avoir. Certains pays vont bénéficier d'aides sous la forme de subventions et de prêts. Pour la France, c'est de la subvention pure à hauteur donc, de quasi 40 milliards d'euros. Voilà pour l'information un petit peu basique sur l'organisation et d'où viennent ces financements du plan de relance. Concrètement, ces 100 milliards d'euros vont être, on va dire, utilisés sur une période de 2 ans, un peu plus, et se répartir sur 3 volets principaux. Le premier volet, c'est le volet compétitivité et innovation, qui va avoir un budget dédié de 35 milliards d'euros, avec une nette partie qui va être directement appliquée pour la baisse des impôts de production. Hein. Ça représente plus de 20 milliards d'euros sur 2 ans pour les entreprises. Donc ça va vraiment toucher tout type d'entreprise et de manière assez immédiate. Et une composante importante de hauteur de 11 milliards d'euros sur la partie programme d'investissement d'avenir, dont on va parler ensemble un petit peu à la fin. Le deuxième volet va concerner la partie transition écologique, avec un budget dédié de 30 milliards d'euros, avec notamment un budget assez bien ventilé sur les composantes transport, transition énergétique des entreprises et rénovation énergétique des bâtiments. Et enfin, le troisième volet va concerner plutôt la partie cohésion sociale et territoriale, avec un budget alloué de 35 milliards d'euros, et plus d'un tiers, même bien plus d'un tiers de ce budget-là sera dédié à l'emploi et formation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de vous parler un peu de la partie recrutement lors de ce webinaire, puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent qui va être mis en place sur le plan de relance pour justement aider et faciliter l'emploi et la formation sur le territoire français. Voilà un petit peu pour la structure. Important aussi de connaître un petit peu quels sont les acteurs publics qui vont être impliqués dans la mise en place et le suivi de ce plan de relance. Donc il va y avoir bien évidemment plusieurs niveaux. Hein. Il va y avoir les régions, les collectivités locales
et différents opérateurs au niveau national, comme BPI France, différents ministères, la Caisse des dépôts, l'ADEME, l'Agence de services et des paiements, l'ANR et la NRT. Donc, comme vous le voyez, ça fait quand même un réseau d'acteurs publics assez dense et qui démontre toute la complexité quand même de la gestion et la mise en place d'un budget de 100 milliards d'euros au travers d'un nombre autour de 80 mesures qui sont mises en place. Et chacune des mesures vont mettre en place ensuite différents dispositifs. Donc, si on fait bien le calcul, à l'intérieur de chaque mesure, il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 ou voire 5 dispositifs. Donc, ça représente plus de 400 guichets qui peuvent être ouverts. Donc, il est important de bien structurer l'approche et c'est assez complexe, hein, je ne vais pas vous le cacher, pour les entreprises de se tenir très au courant de toutes les évolutions du plan de relance et qu'il ne faut pas hésiter vraiment à avoir une veille assez proactive vis-à-vis de ça ou faire appel à des entités qui peuvent aussi vous reléguer de l'information ciblée sur les différentes mesures et dispositifs qui sont mis en place. Donc, comme je disais, voilà, au niveau de la prise de décision et du suivi des différentes mesures du plan de relance, il va y avoir plusieurs niveaux puisque des comités de pilotage sont et seront mis en place au niveau national et local. Et tout ça, ça va dépendre vraiment de la mesure et du calendrier en engagement de chacune des mesures, puisqu'il va y avoir des mesures plutôt territoriales, d'autres plutôt nationales. Donc, c'est vraiment une organisation particulière qui est en train de se mettre en place actuellement au niveau de l'État français. Donc voilà un petit peu pour la partie très introductive et générale sur le plan de relance. Je vous propose maintenant de se concentrer d'abord dans un premier temps sur le volet écologie, avec quelques mesures et dispositifs qu'on a ciblés pour vous par rapport à votre activité et le focus sur les entreprises. Sachez donc, je le rappelle, ce volet-là dispose d'un budget de 30 milliards d'euros qui est réparti en différentes composantes principales et qui ont pour but de contribuer à l'accélération de la conversion écologique de l'économie française pour qu'elle soit plus durable, plus économe de nos ressources naturelles et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc un objectif très ambitieux, mais pour l'atteindre, ça passe évidemment par des financements publics qui vont faciliter, on va dire, cette transition pour les entreprises au travers de différentes mesures et dispositifs qu'on va voir un petit peu ensemble. On ne verra pas tous, évidemment, parce que tous ne sont pas forcément pertinents par rapport à l'objet de ce webinaire-là, mais on va essayer de vous donner un maximum d'informations compte tenu de l'information disponible à ce stade en fin 2020. Première composante, ça va tourner autour des technologies vertes, avec notamment une mesure qui visera donc un plan de soutien au secteur de l'aéronautique et de l'automobile, qui sont deux secteurs qui ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. On en parle beaucoup. Ça a été très rapidement mis en place, hein, pour le coup, comme vous pouvez le voir. Dès le 31 août, ça a été lancé. Ça a été une des priorités du gouvernement français et du plan de relance. Il y a un budget d'un peu plus de 2,6 milliards d'euros qui va être mis en place sur la période 2020-2022. Et cette mesure-là a pour vocation justement à préserver les savoir-faire et améliorer la compétitivité des PME et ETI en les aidant justement à investir dans des nouveaux procédés, en soutenant leur innovation et la R&D, dans l'optique bien sûr que la France devienne un leader dans la partie aéronef et véhicules du futur qui soient les plus propres possibles. Donc comment ça se concrétise? Il y a deux dispositifs qui sont mis en place d'ores et déjà. Donc il y avait notamment une date de soumission de dossier qui a été fixée au 18 novembre dernier, qui est déjà passée. Et donc ces dispositifs visent donc le secteur de l'aéronautique et l'automobile dans l'investissement et la modernisation de ces secteurs-là. Donc les activités qui sont financées vont toucher notamment les composantes de recherche industrielle, développement expérimental, innovation, investissement, modernisation industrielle et transformation numérique, et aussi tout ce qui va être composante performance écologique. Donc c'est ouvert à tout type d'entreprise du secteur aéronautique ou automobile, et pour des projets qui ont un budget supérieur à 200 000 euros, avec un taux de financement qui, je ne vais pas le détailler là parce que c'est assez complexe quand même, et c'est très État ou territoire dépendant, et en fonction aussi de la nature des travaux. Donc je ne vais pas forcément passer beaucoup plus de temps, vous aurez accès évidemment
à toute la présentation et ces informations post-webinaire. Mais voilà, sachez que il y a des dispositifs temporaires aide Covid qui sont mis en place, qui permettent de financer de manière assez intéressante, jusqu'à 80%, certains projets pour les entreprises, dans la limite de 800 000 euros d'aide. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs d'aide qui sont mis en place pour financer les travaux en fonction de leur nature. Et ça peut aller de 10 jusqu'à 60% en fonction de la nature des travaux même. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il va y avoir plusieurs dates de relevé de projet qui sont déjà définies pour 2021, au 26 janvier, 31 mars et 1er juin, et que en fait, l'évaluation de ces projets sera un peu faite au fil de l'eau, mais avec ces dates de relevé de projet. Il faut, voilà, notamment au 26 octobre, déjà 110 projets ont été lauréats sur ces dispositifs-là, représentant donc un investissement productif de plus de 190 millions d'euros d'investissement et 88 millions d'euros de soutien de l'État pour financer ces activités dans ces secteurs-là. Donc voilà, c'est les premières statistiques qui sont disponibles à ce stade. De nouvelles seront disponibles très prochainement, mais voilà, si vous avez des sujets sur ces secteurs-là, n'hésitez pas à creuser le sujet et voir potentiellement à réfléchir à déposer un projet assez rapidement pour espérer être financé en 2021 pour des activités, comme je vous ai mentionné sur cette diapositive-là. Toujours dans les technologies vertes, une mesure phare du plan de relance va viser le développement d'une filière hydrogène vert en France. Un budget de 2 milliards d'euros est mis en place pour cela. L'objectif, c'est que la France puisse se positionner à la pointe des technologies de production d'hydrogène renouvelables et bas carbone, en vue de contribuer justement significativement à atteindre la neutralité carbone fixée à 2050 au niveau français. Ça va passer évidemment par des soutiens à la R&D, des soutiens au déploiement industriel, et déjà des dispositifs sont mis en place, notamment un dispositif qui est un appel à projet qui va viser donc les écosystèmes territoriaux liés à l'hydrogène, avec un budget de 275 millions d'euros et des dates de dépôt de projets qui sont déjà fixées aussi bien pour 2020 que 2021. Visant les entreprises aussi bien que les collectivités. Et c'est vraiment des activités d'investissement qui vont être financées. Tout ce qui va avoir attrait à des projets d'innovation, notamment des briques technologiques et démonstrateurs d'hydrogène, sont couverts plutôt par l'appel à projet qui porte son nom et qui est géré par l'ADEME. Donc là, c'est vraiment cet appel à projet écosystèmes territoriaux et hydrogène vise à financer des investissements CAPEX et non de l'OPEX, avec des taux de financement compris entre 25 et 55%. Ensuite, il y a un gros volet qui concerne le projet important d'intérêt commun, d'intérêt européen commun, qui vise la filière hydrogène, avec un budget d'1,5 milliard sur la période 2020 à 2022. Cet appel à projet qui est en train de se mettre en place va viser à financer des activités plutôt, pour le coup, là, de R&D et d'industrialisation d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné. Donc, c'est des activités qui sont très, très ciblées sur un secteur d'activité bien précis, mais c'est important au niveau territorial, je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, de se positionner sur ces sujets-là, puisque c'est vraiment l'avenir, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui va être mis en place là-dessus, et c'est vraiment un avenir pour aussi bien la mobilité que le transport à horizon 2030. Donc ça passe par tous ces dispositifs qui sont mis en place. Au niveau rénovation énergétique, donc ça va concerner principalement les TPE et PME. Donc la mesure transition écologique et rénovation énergétique va viser à aider justement ces TPE et PME à les aider à effectuer la transition énergétique, aussi bien pour les investissements dans l'isolation thermique et les équipements de chauffage que d'autres investissements, et même des investissements dans l'éco-conception de produits et services qui sont développés par les PME. Donc il y a 3 dispositifs qu'on a ciblés nous, à savoir un que probablement la plupart d'entre vous connaissent, qui est le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE-PME. Donc ça va se déclencher très rapidement, avec un budget de 105 millions d'euros disponible. Il va y avoir aussi des actions d'accompagnement des entreprises
engagé dans la transition écologique, le EETE, donc comme il va s'appeler au travers de son acronyme. Donc ça va être mis en place aussi très rapidement avec un budget de 45 millions d'euros et aussi donc la mise à disposition d'aides forfaitaires dans un futur très proche. Tous ces dispositifs sont notamment mis en place parce notamment une partie des entreprises sont soumises ou vont être soumises à des obligations d'efficacité énergétique qui ont été introduites par le décret tertiaire avec une première échéance à horizon 2030. Donc le plan de relance souhaite en tout cas contribuer à cette transition qui soit faite de la manière la plus rapide possible pour assurer l'atteinte de ces objectifs à horizon 2030. Donc voilà, c'est des dispositifs qu'il faut surveiller attentivement. Le crédit d'impôt est déjà lancé. Les autres le seront très prochainement. Donc voilà, moi je vous invite très fortement à surveiller ces dispositifs-là si vous avez notamment des investissements à effectuer en ce sens. Ensuite, donc toujours dans le volet écologie, il y a aussi, on va dire, une composante sur la décarbonation de l'industrie et une mesure qui porte son nom. Un budget sur cette partie-là d'un peu plus d'1 milliard d'euros est déjà lancé dès 2020 et le sera encore en 2021 et 2022, au travers notamment l'accompagnement des entreprises industrielles dans l'utilisation de sources de chaleur qui sont moins émettrices de dioxyde de carbone, telles que la biomasse, ou les combustibles solides de récupération, ce qu'on appelle les CSR. Donc il y a deux dispositifs, un qui va viser plutôt les CSR et un autre qui va viser plutôt la biomasse, qu'on appelle le BCIAT, pour biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire. Ce BCIAT va notamment être orchestré par le Fonds Chaleur de l'ADEME et lancé celui-ci en mai 2021. Donc sur chacun des dispositifs, voilà, on va cibler des investissements qui seront un peu différents les uns des autres, mais qui vont être tournés justement sur cette transition écologique et la décarbonation de l'industrie et le type de financement qui sera alloué justement pour aider les entreprises à effectuer ces changements un petit peu de carcan seront sous la forme de probablement de subventions. C'est confirmé pour le CSR, pour le BCIAT, c'est quasi sûr, mais voilà, comme on n'a pas la confirmation pour 2021, je préférais pas trop nous avancer sur le sujet, mais ce sera confirmé très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment tourné vers l'industrie et les investissements faits dans le domaine de la transition écologique. Au niveau de la transition agricole, le domaine de l'agriculture et le domaine agricole n'est pas en reste, même si le budget alloué notamment sur la mesure filière animale qui concerne la modernisation, sécurité sanitaire et bien-être animal n'est que, entre guillemets, élevé à hauteur de 250 millions d'euros. Ça va être lancé en tout cas, sachez, début 2021 et ça va avoir pour objectif de contribuer à la modernisation des filières pour gagner en compétitivité tout en réduisant notamment l'exposition aux crises sanitaires de demain. Donc ça passe par des mesures d'investissement dans la biosécurité en élevage, de l'investissement dans les abattoirs et les entreprises de première transformation, et aussi d'accompagner la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie. Ça, on ne fait pas forcément le focus directement dessus parce que ça concerne un petit peu moins l'auditoire aujourd'hui, mais voilà, deux dispositifs seront lancés dès début 2021, notamment le pacte biosécurité et bien-être en élevage, donc investir dans le renforcement de la prévention des maladies animales et amélioration des conditions d'élevage au regard du bien-être animalier. Financement sous la forme de subventions pour des exploitants agricoles. Il va y avoir aussi la modernisation des abattoirs et des ateliers de découpe qui va être lancé début 2021 et qui va viser aussi à améliorer la compétitivité des entreprises dans ce secteur-là, renforcer leur gouvernance et améliorer aussi les conditions de travail pour les opérateurs et contribuer aussi à la protection des animaux. Donc voilà, les choses sont en train de se mettre en place sur ce sujet-là. Les appels à projets ne sont pas encore publiés, mais quelques informations commencent à filtrer sur le sujet. Et en tout cas, voilà, une nouvelle fois, je vous invite à vraiment surveiller ces appels à projets si vous êtes un acteur de ce domaine-là et avez des sujets qui pourraient potentiellement être subventionnés sur ces composantes-là, tout en sachant que pas mal de choses seront gérées au niveau territorial
par la DRAF notamment, pour le pacte biosécurité et bien-être en élevage. Donc ça, c'est voilà, des informations un peu off, qui ne sont pas encore tout à fait clarifiées, mais la DRAF interviendra sur ces sujets-là. Donc voilà un petit peu pour le volet écologie et les différentes mesures qui sont ou qui vont être mises en place au travers du plan de relance et qui peuvent être d'ores et déjà, on va dire, intéressantes pour les entreprises girondines. Et voilà, je pense que je vais laisser la main à mon collègue Yann Poulain qui va vous présenter plutôt du coup le volet cohésion et les quelques mesures et dispositifs qu'on a ciblés par rapport à l'auditoire aujourd'hui. Et je reviendrai un petit peu après sur la partie programme d'investissement d'avenir. Merci Valérian. Donc, bonjour à tous, oui effectivement Yann Poulain. Donc, je vais vous parler des deux autres volets. Donc on va commencer par le volet cohésion. Donc le volet cohésion donc, est celui qui a le budget le plus important et qui va intégrer notamment les dimensions sociales et territoriales afin donc d'éviter ce qui est inhérent généralement aux crises, à la hausse des inégalités en France et aussi dans d'autres pays. Donc il y a trois mesures qui nous paraissent intéressantes. La recherche, les jeunes et sauvegarde de l'emploi, où là on ne va pas forcément détailler puisque ça intègre des dispositifs type chômage partiel, donc vous avez déjà bien entendu parler, et aussi des offres de formation qui sont renforcées. Donc sur le volet jeunes, sur la mesure des jeunes, il y a trois dispositifs qui nous paraissent intéressants de partager avec vous. La première, c'est l'aide aux employeurs, donc notamment en vue d'embaucher des apprentis. Donc voilà, des subventions qui peuvent atteindre donc 5 000 euros pour des apprentis de moins de 18 ans. Qui restent voilà, des subventions de versées sur la première année qui sont des choses qui sont assez intéressantes pour les entreprises. Deuxième dispositif, c'est plutôt sur les contrats de professionnalisation. Ces deux dispositifs donc, sont déjà entrés en vigueur donc en juillet et vont se poursuivre jusqu'au 28 février 2021 pour tout type, bien sûr, d'entreprise, tout type de secteur d'activité, bien entendu. Et donc là, on peut atteindre 8 000 euros pour une personne de moins de 29 ans. Le troisième dispositif, donc la prime à l'embauche, pour désigner tout type de jeunes de moins de 26 ans, avec une subvention qui peut atteindre 4 000 euros. Donc ça, c'est pour un CDI ou un CDD d'une durée importante, de 12 mois, mais c'est valable aussi pour des montants un peu plus faibles, pour des CDD à partir de 3 mois et plus, avec un plafond de salariés fixé à 2 fois le SMIC. Donc ouais, un budget qui est quand même assez conséquent, de presque 7 milliards d'euros, qui est déjà donc entré en vigueur. Et pour cette dernier dispositif prime à l'embauche, qui est valable jusqu'au 31 janvier 2021, donc qui arrive bientôt à son terme. Il y a aussi d'autres types de dispositifs qui peuvent être intéressants. Vous voyez ci-dessous, type accompagnement intensif jeune, accompagnement à la création d'activités, etc., qui sont dans des cas beaucoup plus spécifiques. Donc on vous invite à regarder ça plus en détail si ça peut être intéressant pour vous. La deuxième mesure concerne plutôt sur le volet recherche, qui va être en lien avec des mesures qui existaient déjà avant le plan de relance, mais qui vont être renforcées, notamment avec des dispositifs, des appels à projets type générique qui existaient déjà par l'organisme de l'Agence nationale de la recherche. Donc voilà, qui vise cette mesure à augmenter cette dimension de recherche, de la compétitivité de la recherche en France, notamment plus en lien avec de la recherche fondamentale, donc peut-être moins intéressante pour les entreprises directement. Donc voilà, donc avec un budget qui est quand même assez conséquent, de 400 millions d'euros sur 2021-2022, pour des projets en moyenne donc, qui vont avoir un budget aux alentours de 350 000 euros. Mais là, voilà, l'intérêt de cette mesure, c'est surtout de renforcer les chances de succès de ces différents appels à projets qui étaient déjà prévus par l'État, puisqu'on va passer de 16% de taux de succès moyen à près de 25%, qui sont quand même des taux de succès assez intéressants. Et les entreprises peuvent aussi déposer des projets dans l'instrument projet de recherche collaborative avec les entreprises. Donc voilà, c'était les deux mesures qui nous paraissaient intéressantes de vous présenter sur la partie cohésion, qui est plutôt à destination donc, des territoires et donc des acteurs publics. Mais le dernier volet, compétitivité, lui, s'adresse plus directement aux entreprises. Donc il y a beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de dispositifs qui sont déjà mis en place depuis quelques mois et qui vont surtout être très renforcés en 2021 et 2022. Donc l'objectif de compétitivité, de ce volet compétitivité, donc voilà, c'est de continuer à favoriser le développement d'activités à forte valeur ajoutée en France, de créer ou à minima de maintenir des emplois,
et de rendre voilà, l'économie plus compétitive, notamment en renforçant la transition numérique des entreprises. Donc voilà, la clé ici, c'est vraiment renforcer la souveraineté économique, technologique de la France à travers ces entreprises. Donc un budget qui est assez conséquent, qui est surtout orienté vers la fiscalité des entreprises, hein, comme vous pouvez voir à près de 20 milliards d'euros. Sur le financement des entreprises, on ne va pas forcément détailler ces mesures, puisque c'est plutôt des prêts qui existent, mais on va attaquer tout de suite sur la partie baisse des impôts de production, donc qui vous concernent plus directement, donc voilà, qui vont baisser, qui vont être allégés, puisque c'est quand même ces impôts de production qui impactaient fortement la compétitivité des entreprises françaises. Donc voilà, donc il y a une réduction de 50% de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, la réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels, et aussi l'abaissement du taux de plafonnement de la CET, voilà, qui va baisser de 3% à 2%. Donc un budget total de 20 milliards et donc de 10 milliards d'euros, bien sûr, qui vont être mis en place dès 2021. D'autres mesures concernaient plutôt la partie donc, souveraineté technologique. La mesure qui est sous-jacente, c'est la préservation de l'emploi dans la recherche et développement. Donc voilà, soutenir le maintien en emploi de personnel de recherche et développement privé. Donc ça, ce sont les deux premières actions dispositifs. Et de soutenir les jeunes diplômés et docteurs. Donc ça, ce sont les deux dernières actions 3 et 4. Donc la première, c'est plutôt soutenir, favoriser les mises à disposition de salariés, avec toujours des collaborations avec des laboratoires publics. Donc pour une subvention donc de 80%. Donc ça, c'est valable pour tout type d'entreprise, tout type de secteur. Mais aussi de favoriser les salariés qui souhaiteraient pour mettre en place une thèse et donc de pouvoir continuer à être rémunérés, notamment de subventionner de manière à 50% par la NRT. Donc ça, c'est assez intéressant. Et les deux derniers dispositifs pour lesquels les TPE et les PME vont être favorisés. Donc voilà, c'est des aides directement donc, pour des jeunes diplômés plutôt au niveau Bac+5 qui sont affectés dans l'entreprise. Et aussi pour les jeunes docteurs de laboratoire public à chaque fois, qui sont affectés dans l'entreprise avec une subvention de 80% de salaire. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont donc fin 2020 qui se poursuivent en 2021 notamment. Toujours dans ce sous-volet souveraineté technologique, une mesure très importante qui vise la relocalisation, notamment donc des industries sur le territoire français, avec en vue de sécuriser les approvisionnements stratégiques. Donc ce premier dispositif, plan de relance pour l'industrie, qui est décomposé en deux, un volet national que je vais présenter maintenant et après un volet territorial par la suite. Il fait lien aussi avec une des mesures que Valérian vous a présentées précédemment, qui était plutôt orientée sur les industries automobiles et aéronautiques. Mais ce volet-là, cette mesure, elle va directement intégrer donc les entreprises du secteur santé, agroalimentaire, électronique, tous ceux qui fournissent des intrants qui sont essentiels à l'industrie, que ce soit donc chimie, matériaux, matières premières, etc. Et aussi sur l'industrie télécommunication et notamment avec un cahier des charges plus spécifique pour les applications industrielles de la technologie 5G. Donc les activités qui sont financées, comme pour ce qui a été présenté précédemment sur la partie automobile et aéronautique, c'est tout ce qui est recherche industrielle, recherche, développement, innovation au sens large, développement expérimental, tout ce qui va être en lien avec la modernisation de sites industriels, de sites d'outils de production également, tout ce qui va permettre de favoriser la transformation numérique des entreprises de ces secteurs. Et également aussi, on intègre aussi, même dans ce volet compétitivité, cette dimension de performance écologique des sites de production et des outils. Donc voilà, avec des projets qui ont un budget supérieur à 1 million d'euros, voilà, des projets assez conséquents, avec un type de financement qui varie aussi, qui est assez complexe selon la taille des entreprises et selon les activités qui vont être financées par la suite. Donc voilà, c'est pour ça que les taux varient de manière assez importante. Et comme ce qui a été présenté précédemment, donc voilà, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place en 2020 et qui va se poursuivre en 2021 jusqu'en juin 2021 avec 3 relevés de dossiers, donc le 26 janvier, le 31 mars et enfin donc le 1er juin.
Le retour qu'on peut vous faire déjà sur le premier appel à projet donc, qui a eu lieu donc, le 18 novembre de cette année. Donc, il y a eu quand même beaucoup de dossiers qui ont été soumis avec 31 projets lauréats, avec des investissements qui sont quand même assez conséquents. On le voit là avec presque 680 millions d'euros d'investissement, avec 180 millions d'euros qui ont été subventionnés par l'État. Donc, c'est quand même des projets à dimension assez forte. La deuxième mesure, voilà, qui va intégrer plus ce volet territorial, donc toujours voilà, soutenir des investissements à dimension industrielle qui doivent démarrer assez rapidement. Ça, c'est aussi très important. Dans ce cas de prendre relance, on veut agir à court terme et qui vont avoir donc des retombées socio-économiques qui sont fortes pour le territoire. Donc là, c'est aussi opéré par BPIFrance, sauf que pour le volet territorial, l'État intervient à travers donc, la directe au niveau territoire et va valider aussi les différents projets. Et donc pour vous, donc, les entreprises girondines, donc ça sera avec, à l'échelle du territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc l'intérêt de ce projet sur territorial, ce sont aussi donc, de créer des sites industriels ou de les étendre et de moderniser donc, tout ce qui est outils de production, équipements, matériel, etc. Et les projets peuvent être soit un seul partenaire, une seule entreprise, ou peuvent être aussi impliquer plusieurs entreprises du territoire. On n'a pas de date directement. C'est quelque chose qui est un dispositif qui a été plébiscité en 2020. On le voit en 2 novembre, il y a eu plus de 1000 dossiers qui ont été déposés, bien plus que ça même depuis. Et donc l'épuisement des fonds en 2020, mais qui va rouvrir bien sûr en 2021. Donc toutes les entreprises sont éligibles et les dépenses financées, vous voyez ici, hein, tout ce qui se rapporte à du développement industriel, hein, que ce soit corporel, incorporel, même l'achat même du foncier et tout ce qui est aussi achat d'équipements, de machines. Et on intègre encore aussi ce volet amélioration énergétique, environnementale. Des projets avec un budget un peu plus faible que sur le volet national, donc, mais qui reste quand même conséquent, supérieur à 200 000 euros. Et pareil, les subventions qui varient selon le type d'entreprise, le type de dépenses, et qui peut atteindre 80% si on sollicite le régime Covid. Et voilà, il y a un certain nombre de critères de sélection qu'on vous met ici. Ce qui est très important, c'est en termes d'emploi, de création d'emplois ou maintien d'emploi, mais là, c'est surtout création et des retombées économiques pour le territoire, mais aussi sociales, donc pour les citoyens, pour les habitants du territoire, qu'ils soient directs ou indirects aussi pour d'autres types d'entreprises. Ils vont beaucoup challenger sur la maturité du projet, de l'entreprise, et vérifier que le projet puisse se lancer très rapidement. Ce sont des projets d'une durée environ de 2 ans et qui doivent être mis en place assez rapidement. Et enfin, donc la dernière mesure concernant le volet compétitivité qu'on voulait vous présenter aujourd'hui concerne la numérisation des entreprises, donc TPE, PME jusqu'à des ETI. Voilà, l'État souhaite accompagner donc, ces entreprises qui veulent accélérer la transition numérique. Et c'est peut-être un des seuls avantages qu'on peut voir de la crise, c'est que la transformation numérique des entreprises, elle a été accélérée avec les différentes contraintes inhérentes à la crise. Donc il y a ce dispositif d'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, notamment en vue d'investir dans des technologies de l'industrie du futur, donc avec un budget qui est assez conséquent, de plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui arrive bientôt à son terme, le 31 décembre 2020, voire même dans les prochains jours, au 15 décembre, si l'entreprise souhaite bénéficier du régime d'aide Covid. Et donc voilà, les entreprises PME, ETI, tout type d'entreprise, tout type de secteur d'entreprise, dès lors qu'elles intègrent une dimension numérique assez importante, et des subventions donc à 40% plafonnées à un certain montant, ensuite avec des taux qui peuvent atteindre 20% pour les TPE et 10% pour les PME ETI. Voilà pour cette dernière mesure du volet compétitivité. Je vais laisser la main donc à Valérian pour parler donc du dernier programme qu'on voulait vous présenter, donc programme d'investissement d'avenir qui chevauchait plusieurs volets. Je te rends la main, Valérian. Si tu peux remettre ton micro ouvert, je pense. On ne t'entend pas. Désolé, je ne sais pas pourquoi ça coupe automatiquement. Ouais, voilà. C'est bon, on t'entend. Voilà. Merci. Ok, bah, merci Yann. Je vais finaliser la présentation, effectivement, ce webinaire sur le programme d'investissement d'avenir, version 4. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois le temps passer et me concentrer sur l'essentiel. En tout cas, voilà, sachez que le programme d'investissement d'avenir, c'est la 4e édition là, qui a été lancée par Jean Castex
au 3 septembre dernier, en même temps qu'il a annoncé le plan de relance. Et ce PIA a pour objectif de venir amplifier l'effort d'innovation du plan de relance. Donc le PIA a pour vocation depuis 10 ans à financer notamment des innovations, tout le cycle de vie de l'innovation et particulièrement justement les startups TPE, PME. Les ETI sont également comprises dedans, mais le focus est vraiment sur les petites entreprises. La temporalité du PIA 4 sera entre 2021 et 2025, donc un budget de 20 millions d'euros au global, avec deux priorités principales que sont les investissements stratégiques et prioritaires et aussi les investissements pérennes pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc, directement de ces 20 millions d'euros, 11 milliards d'euros, pardon, je dis millions, excusez-moi, une grosse erreur, 11 milliards d'euros seront directement mobilisés pour soutenir le plan de relance. Et ça va se matérialiser, comme l'indique le diagramme ci-dessous, avec notamment 3,4 milliards d'euros qui seront directement ciblés pour le développement des innovations et technologies vertes, donc plutôt le volet écologie du plan de relance. 1,95 milliard d'euros seront ciblés pour l'accompagnement des entreprises innovantes à chaque étape de leur développement. Là, c'est également le volet plutôt compétitivité du plan de relance. 2,6 milliards d'euros pour la résilience et souveraineté économique. On ne détaillera pas ce budget-là, puisque aujourd'hui, peu d'informations ont filtré sur le comment et quoi va être financé au travers de ces 2,6 milliards d'euros. Et enfin, 2,55 milliards d'euros seront affectés directement aux écosystèmes d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui seront plutôt ciblés pour des acteurs publics. Et voilà, on propose, sur les quelques minutes qui nous restent, de nous concentrer principalement sur les deux premières lignes de ce budget-là, qui vont concerner directement les entreprises. Donc, sur la partie et volet écologie, donc toujours en lien avec les technologies vertes, avec un S, pardon, cette mesure-là, donc innover pour la transition écologique, aura pour vocation à accompagner des projets innovants et des nouveaux modèles d'affaires porteurs de création de valeur pour l'économie nationale. Ça va viser une nouvelle fois l'hydrogène décarboné au travers de financement d'investissements sous la forme de subventions, avances remboursables ou fonds propres. Ça va financer aussi au travers de dispositifs de souveraineté alimentaire et production plus durable et d'une alimentation plus saine, le secteur, on va dire plutôt agroalimentaire, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Et aussi, il y aura des dispositifs autour du développement de solutions nouvelles pour la ville de demain, donc le transport et la mobilité urbaine. Donc ces dispositifs-là vont être mis en place à compter de 2021. Aujourd'hui, peu d'informations ont filtré sur réellement les attentes à ce niveau-là, mais en tout cas, ces sujets-là seront, on va dire, mis en place dès début 2021 et les informations commenceront à arriver au fur et à mesure en fonction des dispositifs et de leur mise en place. Au niveau souveraineté technologique et le volet compétitivité, comme vous pouvez le constater sur cette slide, pas mal de choses sont mises en place ou le seront dans le futur, avec donc un budget d'1,9 milliard d'euros sur le soutien des entreprises innovantes. La plupart des dispositifs qui sont indiqués ici sont probablement connus de votre côté, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on va dire que les enveloppes de chacun des dispositifs vont être abondées significativement pour augmenter les taux de succès, on va dire, des projets qui sont déposés à chacun des guichets correspondants et stimuler et dynamiser justement l'accessibilité des entreprises à ces financements qui sont tournés vers la recherche, l'innovation et le développement expérimental. Donc, simplement, je vais passer assez rapidement, mais le dispositif Booster IA qui va être très rapidement mis en place début 2021 et visera notamment à toute entreprise qui aura une dimension numérique et souhaitant, on va dire, mettre l'intelligence artificielle au centre de sa stratégie numérique dans le futur.
Le concours Innov, ou concours Innovation, qui est orchestré par BPI France, visant notamment des startups et des PME, et notamment avec plusieurs dates en 2021 qui sont en cours de discussion et d'officialisation, qui va viser notamment donc des projets de recherche, d'innovation sur des composantes et des secteurs d'activité différents en fonction de l'organisme qui va gérer ces appels à projets. L'ADEME sera plutôt tournée vers l'énergie, la transition écologique et le transport et mobilité. BPI France sera plutôt sur la partie numérique Big Tech, avec aussi une composante espace et santé. Et les projets qui seront financés disposeront d'un budget entre 600 000 euros et 5 millions d'euros, avec un taux de financement compris entre 35 et 45%, avec normalement un tiers de subvention et 2 tiers d'avance remboursable. Ensuite, il y a le concours e-Lab qui vise vraiment des startups early stage, comme on les appelle, des toutes jeunes startups créées depuis moins de 2 ans, avec une date de dépôt au prochain concours qui est déjà fixée au 2 février prochain, avec des secteurs d'activité qui sont déjà ciblés, hein, la santé, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les biomédicaments et le stockage d'énergie. Un budget autour d'1 million d'euros avec une subvention maximum à aller chercher de 600 000 euros. Donc c'est quand même assez intéressant d'un point de vue financement public, hein, cet appel à projet. Le concours ePhD qui va viser notamment la valorisation d'une technologie innovante pouvant conduire à la création d'une start-up deep tech. C'est vraiment la valorisation du travail de recherche d'un doctorant ou d'un jeune docteur issu d'un laboratoire de recherche public. Là, pas de subvention directe, mais par contre un accompagnement pendant 12 mois de ces doctorants ou jeunes docteurs auprès notamment de STT, Société de transfert technologique, qui vont les accompagner justement dans la création de cette start-up-là. Ensuite, il y a deux composantes qu'on peut regrouper en une, hein, qui sont le PSPC région et le PSPC qui se joue au niveau national, avec des financements qui peuvent être très importants, hein, puisque les budgets peuvent être entre 1 et 4 millions d'euros pour le PSPC région et de 4 à 50 millions d'euros pour le PSPC au niveau national. Et là, ça va viser vraiment des PME, des ETI et des grands groupes en collaboration avec des laboratoires de recherche pour des projets qui peuvent toucher tout type de recherche, tout type de domaine de recherche, mais avec un focus notamment sur les comités stratégiques de filière pour le PSPC au niveau national. Donc voilà un petit peu pour un éventail des dispositifs qui sont déjà mis en place sur la partie souveraineté technologique dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Ça laisse quand même pas mal de possibilités pour les entreprises qui ont des sujets de recherche en cours ou à venir de faire financer une partie de leur activité et d'aller chercher de la subvention publique qui est abondée au travers du plan de relance et orchestré par BPI France et l'ADEME. Donc voilà un petit peu l'inventaire, en tout cas à ce stade, au 10 décembre 2020, du plan de relance, des mesures et dispositifs qui sont mis en place ou qui vont être mis en place et qui vont être intéressantes pour les entreprises dès maintenant ou début 2021. On n'a pas de slide supplémentaire pour la suite. Vous avez nos coordonnées et pour nous contacter si jamais vous avez des questions et vous souhaitez approfondir certains sujets avec nous. On est bien sûr basé à Bordeaux. Et en tout cas, si vous avez des questions immédiatement, là, suite à cet échange, on peut prendre quelques minutes pour en discuter ensemble tout de suite. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci Valérian et Yann pour cette intervention très détaillée et didactique. En début de session, Monsieur Aubuchon avait levé la main, pardon. S'il veut prendre la parole, n'hésitez pas. Bonjour, alors est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Tout à fait. Bon, super. Merci pour cette présentation qui était très claire et qui fait du bien parce que déjà elle est très synthétique sur des sujets qui sont quand même fastidieux et compliqués à comprendre. Donc déjà, c'était mon premier retour. Merci pour la clarté de vos propos et de cette présentation. J'ai pas mal de questions. Alors, j'espère que je ne vais pas monopoliser les autres intervenants ou les autres auditeurs, mais sur des questions qui me paraissent importantes, notamment sur Zabala.
Votre système justement d'accompagnement se fait sous quelle forme d'un point de vue financier vis-à-vis de l'entreprise? En fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on se rend compte, bon, moi je suis gérant d'entreprise, d'une toute petite entreprise, on est 3 salariés, mais Oui. je me rends compte que depuis le Covid, il y a une véritable veille nécessaire pour les aides, Oui. pour les subventions, pour tout ce qui peut être accompagnement lié au Covid. Et du coup, d'avoir un support comme vous avec des identifications bien précises par rapport à des projets, notamment d'investissement et de dispositifs, notamment liés au numérique. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises concrètement d'un point de vue financier? Comment est-ce que vous rémunérez? Comment est-ce que le patron peut s'y retrouver? Oui, tout à fait. Question pertinente, hein, c'est toujours évidemment un sujet qui revient régulièrement pour les entreprises, notamment les petites entreprises, hein, même les grosses, hein, de toute façon, il n'y a pas de cas de figure, c'est pareil pour tout le monde. La réalité, c'est que tout dépend de l'intervention que notre cabinet va faire auprès de l'entité. On se rémunère toujours, notre modèle de rémunération, quel que soit l'appel à projet qu'on va cibler, est toujours basé sur une rémunération fixe, un minimum de fixe, qui ne couvre pas forcément nos dépenses internes, hein, sur le projet, mais qui, si vous voulez, a ce côté aussi engageant de l'entreprise à aussi se mobiliser. Parce que c'est vrai que nous, notre métier, c'est clairement, hein, de constituer les dossiers dans leur intégralité pour les déposer ensuite aux organismes financeurs. Mais la réalité, c'est que si l'entreprise ne s'investit pas un minimum dans le montage, ou en tout cas la transmission d'informations sur l'historique de l'entreprise, le projet d'entreprise, l'activité, etc., on se rend compte que on n'est pas là pour inventer un projet, mais par contre, on est là pour, entre guillemets, faire briller l'idée d'un projet d'une entreprise et le présenter de la bonne manière auprès des organismes financeurs pour que l'information soit en adéquation avec ce qui est attendu par rapport à l'appel à projet et aussi le formalisme, clairement, hein, de ces dossiers qui peuvent être un peu parfois fastidieux pour les entreprises parce que ça nécessite forcément du temps. Donc, il y a une partie de forfait fixe au dépôt et ensuite, on se rémunère sur une partie success fees qui peut être plafonnée en fonction, évidemment, du travail à fournir de notre côté, du montant de financement que vous allez aller chercher. Sur un projet d'investissement, on va vite plafonner nos honoraires parce qu'il ne serait pas, comment dire, presque honnête, je dirais, de prendre un énorme success fees pour quelque chose sur lequel, finalement, ça reste le projet d'entreprise et la contribution de Zabala sera un peu moins importante, à mon sens en tout cas, hein, que sur un projet de R&D pur où on va mettre, nous, nos docteurs, à travailler, à plancher sur le dossier avec votre équipe. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, en tout cas. Si, complètement. Si on devait faire le lien un peu et apparenter votre mission d'accompagnement, c'est un petit peu similaire finalement aux appels d'offres. C'est-à-dire qu'au cabinet de consulte et d'aide qui nous aide à remplir des appels d'offres, par exemple, pour gagner en efficacité, Tout à fait. ça remplace pas bien évidemment le contenu de l'appel d'offres. C'est-à-dire que Exactement. nous, on doit vous apporter aussi des infos. Du coup, ça fait le lien juste avec une autre question, si je peux me permettre. Est-ce que si on part du principe qu'une entreprise vient vous solliciter pour un projet spécifique, mais un forfait par exemple à l'année, est-ce que vous lui accordez dans ce forfait une veille peut-être d'autres dispositifs? Alors, en sachant son secteur d'activité ou c'est une excellente remarque. En fait, on a un modèle chez Zabala qui est un peu différenciant de nos concurrents. Alors, ce n'est pas forcément le sujet ici. En fait, on a une approche, soit on va travailler de manière sporadique avec des entreprises, c'est-à-dire elles nous sollicitent pour un projet, on va les accompagner sur ce projet-là et effectivement faire le travail qui est demandé et nécessaire. Ou alors, on va travailler de manière assez proactive avec les entreprises et justement avoir un accompagnement sur l'année, en fait, hein. C'est un forfait annuel d'accompagnement sur 12 mois où en fait un consultant de notre équipe, hein, de nos équipes, est dédié, on va dire, à cette entreprise, au suivi régulier de l'activité de l'entreprise, de l'évolution de ses projets, de faire la veille justement sur les appels à projets aussi bien au niveau régional, national et européen, si le cas de figure se présente, et justement avoir des échanges réguliers avec l'entreprise pour vraiment dynamiser la recherche de financement et monter, on va aller chercher le maximum de financement public compte tenu de l'activité de l'entreprise. Donc on a deux modèles, soit le sporadique avec des activités, on va dire, ponctuelles, ou le proactif avec un suivi sur 12 mois, qui peut être étendu, renouvelé, hein, bien sûr, si satisfaction du client, bien sûr, mais avec un consultant qui va être vraiment très proche de l'entreprise pour
déjà comprendre la stratégie de l'entreprise dans laquelle elle s'implique, comprendre l'activité, l'historique et aussi le futur, ce vers quoi elle veut converger et quels sont les sujets prioritaires pour l'entreprise. C'est super important, nous, dans notre métier de conseil, d'avoir cette appréciation et cette compréhension de l'activité pour conseiller, justement, qui est notre métier premier, les entreprises sur ces sujets-là. D'accord. Et il y a des idées de prix, de forfait ou pas du tout? Oui, bah alors là, je ne vous cache pas qu'il faudra qu'on discute un petit peu par rapport au périmètre. Je ne peux pas vous donner, mais c'est effectivement un forfait annuel qui, en fait, si vous voulez, ce forfait annuel permet d'avoir donc du conseil tout au long de l'année, mais aussi d'avoir une rémunération sur la partie montage de projet qui est amoindrie par rapport à de l'intervention sporadique. Typiquement, je ne vais pas vous cacher, quand on travaille avec un industriel, un gros industriel dans le domaine de la plasturgie, le fait d'avoir souscrit à cette offre auprès de Zabala fait que tous les projets d'investissement purs, aujourd'hui qu'on vient déposer auprès de lui, on ne se finance que sur le success fees. Il n'y a pas de forfait au dépôt. Parce qu'on considère que le forfait d'accompagnement global couvre une partie de ces honoraires au forfait. Très bien. Voilà. Ok. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour nos intervenants? On vous entend pas très bien. Je crois qu'il y a Karine. On vous entend très peu. Karine, vous souhaitez prendre la parole parce qu'on ne vous entend pas, hein. Sinon, par écrit, peut-être sur le chat. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, le travail de veille est extrêmement important. Comme je disais au départ, il y a à peu près 80 mesures qui sont mises en place. Alors, toutes ne sont pas forcément intéressantes directement pour les entreprises, mais chacune des mesures renferme un certain nombre de dispositifs. Et c'est vrai que quand on met tout bout à bout, ça fait beaucoup de choses à surveiller pour une entreprise, quelle que soit sa taille, et s'assurer de ne pas passer à côté de certaines opportunités, effectivement. C'est un métier. C'est un métier, oui, tout à fait. À temps complet. Ouais, et juste, je rebondis en attendant peut-être que Madame pose sa question. Voilà. Si vous avez des FDS, des produits que vous utilisez le plus souvent, avec lesquels J'entends pas du tout. Non, on n'entend pas du tout. Je sais pas si c'est. Vous êtes sûr que c'est pour nous ou c'est. Je sais pas. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas coupé le micro peut-être. Je sais pas. Oui, peut-être. Du coup, moi, si je peux me permettre une dernière question. Oui, bien sûr, allez-y. Sur ce que vous disiez, M. Bobet, est-ce que vous jugez, vous conseilleriez vos services et cette veille un peu des différentes aides et dispositifs mis à disposition des entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, est-ce que vous le conseillez ou est-ce qu'il y a un degré auquel vous le... Notre intervention dans le service global, on va dire? Ouais. Oui, je pense qu'il y a quand même. Tout dépend. Très, très sincèrement, tout dépend du dynamisme dans lequel s'insère ou souhaite s'insérer l'entreprise vis-à-vis des financements publics. Mais c'est vrai qu'une toute petite entreprise, ça va être plus compliqué parce qu'il y a moins de. Comment dire? Il y a moins de possibles, entre guillemets. Et il faut vraiment étudier quelle est la stratégie aujourd'hui, le souhait d'investissement dans le futur. Mais c'est vrai que s'il y a 1 ou 2 appels à projets qu'on va pouvoir cibler sur 2021, j'aurais tendance à pas forcément vous conseiller de souscrire à, je fais le mauvais commercial là pour le coup, mais de souscrire à ce système de service intégral parce que vous aurez la sensation, sortie de tout ça, que peut-être que vous n'avez pas, par rapport à l'investissement financier un peu de base, pas eu de retour sur investissement. Alors qu'une entité qui va se structurer en fonction aussi des financements publics et avoir une vraie démarche et une vraie stratégie par rapport à ça, quel que soit le nombre de salariés, hein, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un stade minimum de 5 salariés, 5 à 10 salariés, j'ai pas de statistiques, hein, très honnêtement, mais il va vouloir aller chercher, pourquoi pas, du financement au travers des investissements purs industriels, au travers des investissements territoires, de l'investissement au travers des crédits d'impôt énergétiques et transformation écologique, de l'investissement sur des concours innovation, etc. Là, oui, s'il y a pas mal de composantes, etc., qu'on peut couvrir et des appels à projets auxquels on peut répondre dans l'année, effectivement, là, ça a du sens. C'est difficile, il n'y a pas de réponse vraiment exacte pour cette question-là. Une entité, évidemment,
de 25 ou 30 salariés qui aura 10 ou 12 personnes sur la partie R&D, j'aurais envie de dire directement oui, parce que là, il y a vraiment une stratégie à définir et à mettre en place sur la partie recherche de financement public et obtention de ces financements, justement. Ok, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? En tout cas, sachez que si vous avez des questions, pardon, excusez-moi, si vous avez des questions un peu plus tard, voilà, vous avez nos On a coordonnées. Madame Lassailly qui souhaite intervenir. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je travaille dans un groupe et il m'est difficile de faire appel à plusieurs subventions en même temps. Parce que de ce que j'en sais, il y a plusieurs règles. Par exemple, là, j'ai sollicité le FEDER pour une Oui. subvention de 2017 à 2019. Et en fait, avec les règles minimis des Oui. différentes subventions, on ne peut pas cumuler plusieurs subventions. Est-ce que vous me confirmez que c'est le cas? Je ne me trompe Alors, pas? c'est exact, mais attention, tout type d'aide n'est pas couvert par le régime d'aide des minimis. Donc, il faut typiquement nous, les aides européennes qu'on peut aller chercher hors FEDER ne sont pas du tout soumises à ce règlement d'aide de minimis, pardon. Donc, il faut vérifier si l'appel à projet que vous ciblez par rapport à votre activité, ce que vous voulez faire, est soumis à ce règlement-là ou non. Parce que du coup, typiquement, sur cette slide-là, aucun de ces dispositifs-là n'est soumis au règlement des minimis. Parce que j'ai un tout petit doute, mais les minimis, Yann, peut-être que tu pourras me confirmer, c'est 200 000 euros, je crois. Oui, c'est ça. C'est 200 000 euros, donc comme vous le voyez, là, on est sur des financements qui peuvent aller jusqu'à 50% pour des budgets à 50 millions d'euros. Donc, il paraît assez évident que ces aides-là ne seront pas soumises au règlement des aides de minimis. Par contre, il y a des financements sur la partie investissement qui vont être soumis à ça, mais, et c'est là où aussi réside toute la complexité, et alors je vais essayer d'aller chercher l'info, mais réside toute la complexité du plan de relance et de bien connaître comment il va être orchestré, notamment sur cet appel à projet-là. Il y a des aides temporaires Covid qui peuvent être activables. Alors non, c'est pas celui-ci que je cherchais, peu importe, mais voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il y a le règlement des minimis sur certains appels à projets qu'il faut vérifier de répondre et de ne pas dépasser certains seuils. Il y a des aides temporaires Covid-19 qui sont complètement exceptionnelles et qui peuvent venir, on va dire, financer à hauteur jusqu'à 80% des dépenses des activités, quel que soit le niveau d'activité. Oui. Et en parallèle de tout ça, il y a d'autres dispositifs d'aide en lien avec la recherche et développement, avec des plafonds pour la recherche industrielle de 40 à 60%, le développement expérimental de 25 à 45% en fonction de la typologie de l'entreprise. Donc c'est assez complexe, et ça vaut vraiment le coup de ne pas écarter toutes les possibilités dès le départ et d'aller regarder dans les cahiers des charges des différents appels à projets si ces appels à projets sont soumis aux règles de minimis. Parce que Okay, c'est mais pas, on peut c'est faire pas... donc appel à plusieurs subventions différentes en fonction de des règlements de chacune. Complètement. Complètement. Nous, on a pas mal d'entités qu'on accompagne, qui font appel à des financements aussi bien régionaux, nationaux, européens, etc., et qui font attention justement à ces règles de minimis, et ça pose pas de soucis particuliers. Okay. Merci. Bon. Ok, mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question et ou intervenir sur leur expérience sur ce sujet? Si on n'a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est peut-être de rendre l'antenne, non sans remercier nos deux intervenants. Et vous dire aussi que vous recevrez donc, on va dire cet après-midi ou plus tard demain, le support, en tout cas un support lié au thème qui reprend un certain nombre d'éléments, ainsi que les coordonnées de nos deux intervenants.
Je vous laisse peut-être conclure, Monsieur Gobet ou Monsieur Poulain, comme vous Tout à souhaitez. fait. Bon, très rapidement, merci Caroline, merci à tous pour votre participation et voilà, n'hésitez pas à voilà, revenir vers nous ou vers toute autre entité hein, si vous avez des questions sur ces sujets-là et nous on essaiera évidemment d'y répondre et de vous apporter les réponses les plus claires possibles. Hein. Vraiment aussi au niveau territorial, je vous invite, si vous avez des projets d'investissement aussi, à très tôt parler avec vos conseillers régionaux pour les mettre au courant de ces projets-là parce que je ne vais pas vous mentir, hein, il y a une partie un peu de lobbying hein, sur certains appels à projets au niveau territorial qui peut être mis en place assez tôt pour faire connaître vos projets au niveau territorial pour faciliter, entre guillemets, pourquoi pas, leur financement. C'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là qui est quand même assez importante, mais bon, qui est pas très transparente, je ne vais pas vous le cacher non plus. Ok, en tout cas, merci pour toutes ces informations et votre disponibilité. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin d'année malgré tout. Et puis, n'hésitez pas, s'il y en a aussi qui souhaitent intervenir prochainement sur des thématiques qui sont liées à leurs activités, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Ça marche. On va rester peut-être juste 2 minutes. Ah voilà, parfait. Voilà. J'attendais aussi. Ok, bon ben voilà. J'étais un petit peu long, je pense, moi, sur la première partie. Bon, c'est pas. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'éléments. Vous pouvez difficilement. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre une pression particulière. Enfin, si c'est pour parler comme une mitraillette ou éluder des points. Enfin, c'est pas comme si non plus vous aviez fait 2 heures au lieu de 3/4 d'heure. Non, c'est clair. Franchement, non. C'est quand même complexe. Il y a énormément de. Comme toujours quand on aborde ces thèmes-là, hein, il y a énormément de parties, de secteurs, enfin, et encore, hein, je me doute que vous élaguez aussi et que vous essayez de regrouper au maximum. L'exercice n'est pas évident sur cette durée. Mais non, ça passait très bien. Les gens ne sont pas déconnectés. Je suis plutôt déçue par rapport au taux de participation, mais c'est ce que je craignais un peu sur le 11 heures, quoi. Ouais, on saura pour la prochaine fois, effectivement, qu'il faudra plutôt cibler un autre horaire. Effectivement. Regardez, même, je pense que vous arrivez dans votre activité, vous avez quelque chose en cours de matinée ou d'après-midi. Oui. C'est pas comme un rendez-vous physique, quoi. Où c'est tout un cheminement et tout ça. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Stratégiquement, ça n'a pas été un bon choix de mettre à 11h. Mais si vous en êtes d'accord, il y a deux politiques, hein, mais moi je vous inciterais à ce qu'on envoie quand même la présentation, y compris aux inscrits qui ne sont pas venus. Ah, bien sûr. Parce que ça veut dire qu'il y avait un intérêt pour le thème, il y a peut-être un besoin. Même quand on fait du présentiel, hein, on n'a pas un taux de 100%. Donc, non, c'est clair. Voilà. Non, pas de souci. On leur envoie les. Enfin, vous leur enverrez. D'accord. Je vous laisse m'envoyer ce que vous souhaitez qu'on transmette. Et puis nous, on le fera dans la foulée, bien entendu. Ouais, voilà, je me mets dessus là, je pense dans les médias, et puis comme ça part. Mais en tout cas, oui, c'était une bonne expérience. On aura d'autres occasions. On ciblera un meilleur horaire, mais je pense que le format était quand même assez restreint. C'est très bien. Franchement, votre format, il correspond très bien. Vous avez eu quand même plusieurs petits mots de remerciement. Non, ça correspond. Même sur un format visio qui est quand même plus difficile, il faut reconnaître aussi que vous n'êtes pas sur une matière hyper digeste. Hein. Non, en plus, c'est pas une matière, on va pas se cacher. Si je puis me permettre. Complètement. Hein. Ce serait les projets européens, on aurait beaucoup plus de facilité. Là, le plan de relance, c'est tout nouveau. Donc, on a aussi avance aussi un peu à tâtons, comme moins que les entreprises. Mais moi, je comprends que les entreprises soient complètement perdues, quoi. Si vous voyez que sur le premier semestre, et je pense qu'il y aura des
des choses Oui. plus affinées, comme on s'en est parlé hier lors de cette préparation. Hein. Vous disiez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui manquent, etc. On veut très bien imaginer, par exemple, courant mars ou avril, de refaire quelque chose sur les avancées, etc. Hein. Ce sera avec plaisir. Nous, ça nous demandera moins d'efforts aussi de préparation, Oui. parce que ce sera de la mise à jour, de la compléter les informations, etc., du retour d'expérience aussi. Donc non, ce sera très bien. Et de toute façon, je ne sais pas si c'est par vous aussi, mais j'avais essayé, j'avais vu aussi avec Véronique pour envoyer aussi un peu de temps en temps de l'information, dans le sens où publication de tel appel à projet, et que vous puissiez relayer après à vos membres, parce que c'est vrai que cette partie veille, elle est quand même importante. Je ne peux pas garantir de le faire tout le temps et de manière toujours hyper assidue, parce que ça fait beaucoup de travail, mais de temps en temps, sur des choses très spécifiques, de vous envoyer l'info, après vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui relayez pour vos adhérents. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi peut-être des choses qu'on peut aussi apporter, nous, aux Zabala, auprès du MEDEF et des adhérents, potentiellement. Parce que notamment, il y a un adhérent qui nous a sollicité pour un appel à projet, justement, en lien avec le plan de relance, qui s'appelle Général Agriculture. Et c'était via Véronique. Véronique nous a identifié comme un... C'est quelqu'un qui est dans l'agro? Oui, tout à fait. Un peu composant alimentaire, pas composant, je sais pas comment, complément alimentaire. Complément alimentaire, exactement. Oui, je vois. Je m'en rappelle. Un nouvel adhérent en plus, lui aussi. Oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que comme Véronique nous avait identifié comme acteur sur ce sujet-là, elle nous avait envoyé le contact et au final, on a déposé un dossier, mais c'est vrai que c'est du boulot. C'est du boulot aussi. Hein. Ils se sont rendus compte aussi que de leur côté, c'était du boulot aussi. Donc, c'était, je pense, même si le projet, on ne sait pas s'il sera financé in fine, je pense que pour eux, ça a été aussi, peut-être qu'ils n'auront pas ce recul-là, mais ça a été structurant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que leur projet n'est pas suffisamment structuré sur certains points et qu'on les a ainsi un peu aidés. Ça fait poser les bonnes questions. Ouais, exactement. Donc, même si, comme je disais, voilà, à la fin, il y a un manque de lisibilité, de transparence un peu sur ces appels à projets-là, ce qui est un peu dommage pour les acteurs au niveau territorial. C'est-à-dire que, voilà, là, nous, on a déposé le dossier. Hein, je fais juste un petit retour d'expérience. Je ne voulais pas le donner parce que là, c'était pas le sujet et c'est pas très pertinent. Mais on a déposé le dossier il y a un peu plus d'un mois. Ils n'ont aucune nouvelle. Ils arrivent à rentrer en contact avec aucune personne de la région, etc. pour savoir quid, est-ce que leur projet va être retenu, est-ce qu'il va être instruit, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que c'est complexe et qu'il faut vraiment suivre entre guillemets, de manière très proche, les conseillers régionaux, la directe, etc. Ça, c'est en plus avec différents interlocuteurs, enfin, ce serait tellement simple aussi. Ils sont un peu perdus. Bon, ben voilà, en tout cas, merci. Vous avez pu enregistrer ou pas, Caroline, quand même Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que je peux arrêter l'enregistrement. Normalement, ça a fonctionné. Ouais, j'ai